Bonjour à tous, bienvenue dans cette table ronde que nous allons consacrer aux stratégies de monétisation de la presse. Je m'appelle Didier Falcan, je suis l'éditeur des Clés de la presse, un support d'information positionné sur les modèles économiques de la presse et des médias, qui se décline à travers une newsletter 2 fois par semaine, un magazine papier, mais aussi des activités événementielles ou de formation. L'enjeu de monétisation n'est pas nouveau pour les éditeurs, mais il prend encore plus d'importance aujourd'hui, après une année 2020 où la liquidation judiciaire de Prestalis et la crise sanitaire ont sérieusement entamé les deux sources de recettes historiques de la presse, la diffusion papier et la publicité. Mais l'année 2020 et ces deux confinements ont aussi montré l'appétence des Français pour les contenus des médias, dont l'audience n'a jamais été aussi élevée. Selon les résultats de la dernière vague de la nouvelle étude de la CPM One Next, qui ont été publiés il y a quelques jours, les audiences de la presse print et web ont progressé de 3% par rapport à la vague précédente, et la plupart des familles profitent de cette embellie, puisque seules deux d'entre elles, les féminins grand public et le segment savoir, découverte, passion, enregistrent un recul. Si l'on va bien sûr parler de numérique et d'abonnements numériques qui ont fortement progressé l'an dernier, cette table ronde va aussi se pencher sur d'autres pistes de monétisation comme les déclinaisons de marques, l'animation de communautés, les services aux entreprises, la diversification. Pour en parler concrètement, nous avons réuni trois intervenants. Deux éditeurs, Fabrice Guerchel, fondateur de Philosophie Magazine, et Albin Servian, qui vient de reprendre Tétu, président de Tétu Ventures. Et un prestataire, Marc Leprat, cofondateur et CEO de ViewPay, qui propose des solutions technologiques pour les médias et la publicité en ligne. Merci à vous trois d'avoir accepté de jouer le jeu et de venir partager vos expériences en la matière. Pour commencer, je vais donc donner la parole à Fabrice Guerchel, le patron de Philosophie Magazine. Bonjour Fabrice, merci d'avoir accepté de participer à cette table ronde. Ma première question sera simple. Comment allez-vous? Comment se porte Philosophie Magazine après une année 2020 un peu compliquée? Alors, elle était compliquée pour tout le monde. Il y a des choses extrêmement encourageantes. En fait, ça allait être de toute façon une année très importante pour nous parce que ça a été l'année vraiment de notre tournant numérique. Alors tout le monde parle de ça, mais vraiment chez nous c'était une année très importante parce qu'on n'a pas seulement refait notre site web cette année, mais vraiment réorganisé complètement la rédaction et la façon dont on fonctionne et dont on conçoit le magazine. Et j'aurais adoré d'ailleurs que tout ça soit prêt dès le début du confinement. En réalité, on a lancé le site plutôt à l'automne parce que l'année du Covid a été aussi une année de changement complet de notre relation avec les lecteurs, via des newsletters, via le trafic web qui a vraiment bougé à partir de mars. Voilà, tout a changé. Et sinon, on va pas mal du coup, mais on est vraiment en pleine transition. Donc en fait, l'année 2020 et le confinement, ça a accéléré ce chantier numérique que vous envisagez? Ça a été un accélérateur à tout point de vue, déjà en interne, parce que au fond, on a été obligé de se jeter à l'eau. Ce qui s'est passé en mars, on s'est tous, comme tout le monde, d'abord on était sous le choc, on s'est organisé pour travailler à distance, et puis on a décidé presque immédiatement de créer une newsletter quotidienne qui n'existait pas, sur laquelle on s'interrogeait depuis des années. Là, on l'a créée. Et cette newsletter très très existentielle où chaque journaliste racontait comment il vivait la chose a changé considérablement la relation avec les lecteurs qui ont réagi avec un enthousiasme incroyable. Et à la fin d'ailleurs de cette période du confinement, le 11 mai, on a dit bon, on arrête la newsletter, mais s'il vous plaît abonnez-vous. Et en 2 jours, on a eu 1500 abonnés. Donc ça, voilà, c'était vraiment un accélérateur aussi bien en interne parce que du coup on s'est jeté à l'eau. Le numérique fait toujours peur à une rédaction, aux journalistes. Comment on fait? Est-ce qu'on devient quotidien? C'est pas du tout le même mode de traitement de l'actu, car l'actu est au cœur de Philosophie Magazine, comme son nom ne l'indique pas, mais tous nos lecteurs le savent. Et voilà. Donc là, en interne, on s'est jeté à l'eau et avec nos lecteurs, la relation a complètement changé. Alors, est-ce que ça a modifié? Vous disiez tout à l'heure, on voulait lancer notre site juste avant le confinement. Est-ce que ça a changé le site que vous avez lancé en fin d'année? En fait, pas tant que ça. Ce qui s'est passé, en gros, je refais un peu l'historique peut-être Alors, déjà, le magazine, je ne sais pas si tout le monde le connaît. Voilà, je montre. Il a une particularité, si vous avez jamais ouvert Philosophie Magazine, c'est que
Ce n'est pas un magazine sur la philosophie, c'est un magazine sur l'actualité. Hop, je me mets dans le bon sens. C'est un magazine sur l'actualité avec l'angle de la philosophie. C'est-à-dire que, par exemple, notre sujet là du numéro actuel, c'est 2021, on improvise. C'est un sujet sur l'improvisation en général, mais aussi sur la façon dont on s'adapte, dont on improvise face aux événements. Et donc, on n'a jamais dans le mensuel un philosophe en couverture. Ça, c'est juste le concept du magazine, tel qu'il a été inventé il y a 15 ans. On a exactement 15 ans cette année, d'ailleurs, et magazine indépendant. Et donc, comment est-ce que voilà, ça a évolué depuis, disons, depuis le début. On s'est conçu comme un magazine avant tout pour les lecteurs, qui est conçu avant tout comme un magazine de contenu avec une rédaction importante, parce que ça demande une rédaction importante. Et on est passé peu à peu au numérique, d'abord en créant vraiment un site en 2012, mais très prudemment. En visant avant tout de donner les archives et avec à vrai dire, une faible rédaction consacrée au web. Et là, vraiment, on a décidé d'inverser la donne et ça a changé complètement notre fonctionnement. C'est-à-dire que aujourd'hui, la moitié de la rédaction suit l'actualité et on a conçu notre site comme un fil d'actualité. Et ça, au fond, on l'avait conçu dès l'an dernier, avant même le Covid, mais finalement, l'intensification de l'actualité nous a donné raison là-dessus. C'est-à-dire qu'on s'est dit, qu'est-ce qui ferait que des gens auraient envie d'aller se connecter régulièrement à philomac.com? Et ce qu'on s'est dit, c'est il faut imaginer au fond que Socrate est là et réagit à l'événement. On a inventé le concept même de réflexe socratique qui est au cœur de ce projet de site. Et au lieu de le concevoir comme un site classique avec une page d'accueil un peu portail, avec peut-être des dossiers sur les philosophes ou sur des grands thèmes, on l'a vraiment conçu comme un fil d'actu et avec une rédaction qui joue le jeu et qui donc suit l'actu tous les jours et publie 3 à 4 articles par jour, ce qui pour nous est assez considérable. Et voilà, on a aussi renforcé l'équipe, embauché pour ça. Et je dirais, voilà, ce qui nous manquait pour que ça marche, c'était une grosse actualité. Et de ce point de vue, on a été servi cette année. Le modèle économique, c'est payant ou c'est gratuit en parallèle du magazine? Alors, je dirais le modèle économique de Philosophie Magazine depuis le début, c'est à 90% nos lecteurs. Voilà, je pense qu'un magazine doit choisir, au fond, c'est un peu consubstantiel à son projet même, s'il sert avant tout les lecteurs ou si c'est un projet qui sert avant tout la publicité et qui va lui apporter une audience ou si c'est un projet équilibré. Nous, en priorité, d'abord, on est là pour les lecteurs, c'est la proposition de valeur. Ça va aussi avec le fait qu'on est un magazine indépendant. C'est souvent deux choses qui sont liées, je ne sais pas pourquoi, mais je pense qu'il y a des liens en fait. Et donc là aussi, on a un contenu gratuit relativement important, mais très vite un paywall. Et le but, clairement, le modèle économique, c'est l'abonnement, c'est-à-dire le but, c'est d'acquérir 2000 nouveaux abonnés par an et de justifier les investissements qu'on a fait puisqu'on a recruté 4 journalistes pour le lancement du site et au total, on a recruté 7 personnes depuis un an. Aujourd'hui, vous en êtes à combien d'abonnés numériques? Alors aujourd'hui, on a donc au total, on a 23 000 abonnés et on a aujourd'hui 8 000 abonnés numériques. On en avait 6 000 avant tous ces 6 000 il y a exactement un an. Et la grande nouveauté, je dirais, c'est la hausse des abonnements purement numériques. Et ça, c'est vraiment l'effet de ce nouveau site. Et nous, on trouve ça extrêmement vertueux, même si on adore aussi les abonnés couplés qui ont aussi le papier. Mais ça démontre la proposition de valeur du site. C'est-à-dire que on avait au départ, je crois qu'on avait il y a un an, autour d'1 millier d'abonnés purement numériques. Et on est aujourd'hui à 2300. Alors, vous n'avez pas attendu le numérique pour lancer des activités de diversification, notamment sur des conférences philosophiques ou de l'apport de la philosophie en entreprise. Où vous en êtes aujourd'hui et pouvez nous le présenter? Oui, alors en fait, au fond, on a 3 grandes priorités de diversification. Donc le numérique, vous l'avez compris, l'abonnement, vous l'avez compris aussi. Et puis la troisième, c'est de se dire bon, autour de comment on diversifie un magazine qui s'appelle Philosophie Magazine. Est-ce qu'on fait d'autres magazines dans d'autres dimensions ou est-ce qu'on dit, et là vous avez compris, le choix c'est la philosophie. Et on s'est demandé où l'amener. Alors les diversifications, il y en a une historique qu'on a lancée il y a 5-6 ans et qui continue à exister, c'est qu'on fait des livres. On est aussi une maison d'édition sous le nom de Philosophie Magazine Éditeur. Là, par exemple, on a là actuellement, on a sorti un livre de François Morel, qui est un recueil des chroniques qu'il a faites dans le magazine, voilà, qui marche très bien actuellement en librairie. Et puis là, c'est un annuel et c'est très lié au projet du magazine,
qui s'appelle 21 penseurs pour 2021. L'an dernier, on avait fait 20 penseurs pour 2020, et c'est les meilleurs essais parus dans la presse internationale sur tous les grands thèmes d'actualité repérés par notre rédaction. Voilà, c'est juste un exemple. Donc déjà ça, c'est une diversification qui existe depuis un moment et qui est bien installée. Et puis donc là, le grand projet qu'on a lancé également il y a 4-5 ans, mais vraiment accéléré il y a 2 ans, c'est d'aller en entreprise, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un énorme intérêt des gens en entreprise, des cadres, des managers, des salariés, des personnes, notamment des ressources humaines, pour faire entrer la philo et faire entrer le questionnement dans l'entreprise. Et ça, on l'a fait via une plateforme qui s'appelle philonomist.com, et qui est vraiment un média à part, une rédaction à part, avec 4 journalistes dédiés, et également toute une activité de conférences en entreprise qui sont devenues des webinars. Donc c'est vraiment la grande diversification, c'est à peu près 25% de notre activité aujourd'hui. Et ça se développe à grande vitesse, aussi bien la plateforme, à laquelle on peut s'abonner individuellement, mais à laquelle on propose aussi aux entreprises d'abonner leurs salariés. Et aujourd'hui, on a 30 000 abonnés à la plateforme, soit en direct, soit via les abonnements grands comptes. Et puis toute une activité autour d'événementiels, de conférences, de philosophes en entreprise, de formations, qui sont devenus des webinars, et qui, à notre grande surprise, mais au fond c'est pas une surprise, ont plutôt prospéré avec le Covid, en réalité, parce que tout d'un coup les managers qui manquaient de temps, tout d'un coup ils ont du temps, ils ont besoin de liens et ils ont besoin de communiquer. Donc ça a plutôt augmenté la demande pour ce genre de service. Donc, Philonomist, vous disiez 25% du chiffre d'affaires de l'ensemble de Philosophie Magazine. Et avec le numérique, à l'horizon de 1 an ou 2 ans, vous estimez que cette activité je dirais, de développement, de monétisation supplémentaire par rapport au papier pourrait représenter combien? Alors, avec le numérique, vraiment, effectivement, Philonomie, c'est une diversification, c'est quand même une verticale, en fait, à côté de Philosophie Magazine. Mais le numérique, pour moi, c'est pas une diversification. Le numérique, l'abonnement, c'est 3 thèmes, en fait. Alors, si vous voulez, c'est intéressant. Le numérique, par exemple, j'ai regardé il y a 10 ans, on était à 0. Aujourd'hui, ça représente à peu près 24% de notre activité. Si je comprends aussi bien les abonnements directs de Philomag que les abonnés de philonomist.com. Le B2B, aujourd'hui, ça représente donc 25% à peu près, et même un peu plus si je compte la pub là-dedans, ça fait à peu près 30%. Et puis l'abonnement, c'est 18% à peu près de notre chiffre d'affaires il y a 10 ans. Aujourd'hui, c'est 40%. Mais tout ça, ça va ensemble. Je sais pas les séparer. C'est-à-dire, il y a des abonnements numériques, il y a des abonnements B2B, etc. Donc, au fond, c'est pas une diversification, c'est vraiment une mutation complète du modèle. Voilà. Ok, on reviendra dessus quand on aura vu les 2 autres participants. Donc, je vais donner la parole maintenant à Albin Servian, donc qui a repris la marque Têtu il y a un peu plus de 2 ans. Donc, bonjour Albin. Bonjour. Ce qui est intéressant dans votre profil, c'est que vous venez pas en fait du secteur de la presse. Vous venez plutôt de la tech, du digital. Donc, vous avez un regard un peu extérieur sur ce secteur. Donc, justement, on va voir un peu ce que ça peut changer pour le développement de Têtu. Bon, comme pour Fabrice Guerchel, la question c'est comment allez-vous? Comment se porte Têtu aujourd'hui? Et puis ensuite, quel projet justement de monétisation vous déclinez? Écoutez, en 2020-2021, toujours aussi têtu. Pour nous, l'année du Covid, quelque part, finalement, c'est plutôt bien passé, parce que depuis la reprise en 2018, en fait, on a, je dirais, dès le départ, intégré la dimension de diversification. Enfin, quand j'ai repris Têtu, moi, effectivement, comme vous le disiez, j'arrive de la French Tech, je suis entrepreneur à la tech et les médias depuis 20 ans. Têtu, ça a été racheté effectivement il y a maintenant 3 ans. Mais dès le départ, si vous voulez, moi, j'ai pas acheté un titre de presse. Ce qui m'intéressait plus, c'est la dimension plateforme du projet, développer une plateforme de contenu et services autour de sujets d'inclusion et diversité avec une marque mythique qui a eu 25 ans. Je vais faire comme mon collègue, voilà, Têtu, centré, voilà, 25 ans en kiosque depuis décembre. Bien sûr, on a gardé le magazine en trimestriel, plutôt haut de gamme et plutôt lifestyle, avec le label IPG, justement, qu'on a récupéré il y a 2 ans. Mais le magazine n'est qu'une voilà, c'est le bonbon, c'est ce qui est attendu par les fans tous les trimestres. Par contre, ce qui est important, c'est l'écosystème de contenu et services qu'on a développé tout autour, comme chez Philosophique Magazine.
C'est pour ça qu'à ce titre, l'abonnement chez nous, il n'y a pas d'abonnement presse. Moi, on pourra peut-être en reparler après, mais j'ai une vraie aversion à toutes les formules d'abonnement presse que je peux voir sur le marché, qui, à mon avis, sont destructrices de valeur. Ce qu'on a mis en place, et je me suis inspiré du Guardian. Moi, j'ai vécu en Angleterre je suis revenu il y a 1 an et j'ai vécu là-bas il y a 8 ans. Je me suis inspiré du Guardian, qui a mis en place un système d'abonnement soutien. L'abonnement soutien, c'est vous soutenez le projet de TETU, vous soutenez un projet d'inclusion et de diversité dans la société française, aidez-nous. Vous voyez, donc il n'y a pas de promotion sur l'abonnement presse. Non, vous aidez un projet au global. Il y a le magazine, il y a le site web et il y a tout un tas d'éléments de diversification. Et on s'aperçoit finalement que les gens donnent ce qu'ils veulent tous les mois sans engagement de durée. Et c'est beaucoup plus intéressant pour nous et on gagne tous les mois plus d'abonnés. Voilà. Donc TETU, c'est avant tout un projet de plateforme avec tout un tas de contenus et services qui nous aident à monétiser et financer le projet éditorial qui reste clé, puisqu'on a des journalistes en CDI. Ça, c'est très important à nos yeux d'avoir une équipe stable qui produit du contenu de qualité. Et c'est comme ça qu'en période de Covid, quand on produit du contenu de qualité, le trafic explose ainsi que l'abonnement soutien. Alors, ça représente beaucoup d'argent, l'abonnement soutien, ou c'est assez, je dirais, symbolique en termes d'activité et de chiffre d'affaires? Non, maintenant, ça représente 25% du chiffre d'affaires de TETU, en toute transparence. Le magazine en kiosque vaut 6,90 €, il y en a 4 par an. Et en moyenne, les fans de TETU nous donnent 8 euros par mois. Donc, vous voyez, c'est quand même beaucoup plus intéressant pour soutenir le projet de TETU dans la durée. D'accord. Donc, 8 euros par mois, ça fait presque 100 € sur l'année, quoi. Exactement. Vous avez combien d'abonnés soutien comme ça? On a 5000 abonnés et ça croît tous les mois et ça s'est effectivement accéléré au mois de mars. Pourquoi? Parce que je pense que les gens, et on le voit sur beaucoup de supports de qualité qui ont développé des articles, les dits entre guillemets long read, donc des articles de fond. En fait, c'est une presse, à mon sens, qui s'est plutôt bien sortie du Covid parce que les gens sont plutôt en recherche de vraies infos, de contenu d'analyse. Et c'est ce que l'équipe éditoriale a réussi à faire. Elle avait déjà démarré, je dirais, depuis 3 ans, mais ça s'est bien accéléré à partir du mois de mars. Alors, vous disiez, TETU, c'est plutôt une plateforme. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans à côté du papier et du numérique, qu'est-ce qu'il y a sur cette plateforme? Depuis 3 ans, on a initié plusieurs initiatives. Donc, je vais vous parler plutôt de l'initiative entreprise. Mais depuis le relancement, on avait lancé un festival de musique, Paris et TETU, qui a cartonné en 2019 avec plus de 4000 personnes à Auteuil. C'est quelque chose qu'on devait dérouler sur 2020. J'espère qu'on pourra le faire fin septembre 2021. Mais bon, c'est une question de patience, on va dire, et c'est bien normal. Non seulement à Paris, mais aussi à Lyon. Lyon et TETU, Marseille et TETU. Voilà. Donc, le spectacle vivant, je pense que c'est un axe de développement qui est super intéressant. Et la première année, on a eu des retombées presse et beaucoup de participants, et des partenaires financiers, ce qui est important. Je vais juste passer peut-être plus de temps sur alors, il y a d'autres choses qu'on a fait. On a aussi lancé une agence de conseil pour des marques qui souhaitent communiquer sur des sujets d'inclusion et diversité. Et on le fait plutôt bien maintenant, ça s'accélère. Donc, on a mis en place une structure conseil pour ces marques chez TETU. Mais le projet dont on est le plus fier à date, je dirais, c'est le projet TETU Connect, qui rassemble maintenant 27 grandes entreprises françaises du CAC 40 ou en dehors du CAC 40 sur des sujets d'inclusion et diversité. Voilà, donc c'est une sorte de think tank, de forum média à base de dîners avec des speakers de haut volée, de webinars depuis le mois de mars qui d'ailleurs nous permettent de toucher un plus grand nombre de personnes, donc ce qui est assez intéressant, mais aussi de conférences, d'études avec le BCG ou l'IFOP, des études annuelles qui nous permettent de mesurer les progrès des sujets d'inclusion et de diversité en entreprise. Vous voyez, cette plateforme, pour revenir au magazine dont on parlait tout à l'heure, il y a plein de façons de parler de diversité. Je pense qu'il est important de parler sur différents supports d'inclusion et de diversité. Donc, le magazine en est un, il est efficace. On touche plutôt les fans de la marque. Avec un concert ou un festival, on touche en un week-end 5000 personnes. L'entreprise, là aussi, on passe 50% de son temps en entreprise, mais peut-être même un peu plus depuis mars 2020, par le biais du télétravail. Voilà, et c'est aussi un endroit où il fait parler d'inclusion et de diversité, d'où l'intérêt de ce forum, où les entreprises
partagent des best practices. On est souvent en retard justement en France par rapport à d'autres pays, notamment anglo-saxons, et des patrons du RSE, des DRH, des DIRCOM, des patrons de la diversité viennent échanger des best practices. Comme le disait le directeur de la publication de Philosophie Magazine avant, maintenant aussi assez naturellement depuis 3 ans, on a mis en place des formations pour les entreprises, des contenus spécifiques. On anime des workshops et on produit aussi maintenant des webinars pour des entreprises comme L'Oréal, Heineken ou d'autres. Voilà. Donc on a aussi diversifié le champ des activités et des services pour ces entreprises. Et en ce moment, c'est assez similaire aux précédents intervenants. On lance justement une newsletter éditoriale entreprise avec une première gamme de services, notamment d'analyse, d'audit de situation s'agissant de sujets d'inclusion et diversité en entreprise, mais aussi, pourquoi pas, de formation. Et ça représente, en termes d'activité et de modèle économique, ça représente combien dans l'ensemble de la plateforme Tétu? Sur cette année, ça va faire 25% du chiffre d'affaires. D'accord. Oui, donc ça commence déjà à être significatif. On a un faible pourcentage du CAC 40, donc je pense qu'on a encore pas mal de potentiel devant nous. Et je dirais que c'est pas un sujet qui a été touché. Les sujets de bien-être en entreprise, c'est pas un sujet qui a été touché par le Covid. Au contraire, je dirais que c'est un peu sous le radar. Beaucoup de budgets, marketing, etc., qui ont été coupés. On peut le comprendre, mais on s'aperçoit qu'on signe des partenariats de plus en plus rapidement en ce moment. Les derniers en date étant ceux d'Engie, de la RATP, d'Orange, qui sont très intéressants. D'accord. Donc, et l'événementiel, là, les concerts sont un peu mis en stand-by en attendant pendant la crise, mais ça représentait également un enjeu économique. Pas sur la première année, parce que c'était un premier galop d'essai, néanmoins avec 5000 personnes. Donc oui, c'était intéressant financièrement. Maintenant, voilà, je pense qu'il faut qu'on le fasse, il faut qu'on emmène le festival vers une jauge un peu plus haute, à 10-20 000 personnes. Et surtout, il faut qu'on étende le concept. Il n'y a pas que Paris, en France, mais aussi dans les grandes villes. Voilà, parce que c'est aussi une façon de parler d'inclusion et de diversité de façon différente. Donc pour le moment, je dirais que c'est minoritaire dans la part de chiffre d'affaires, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est voué à grossir à partir du moment où les conditions sanitaires nous le permettront. Merci Albin. Nous allons finir le premier tour de table avec Marc Leprat, donc CEO de ViewPay. Donc, contrairement aux deux intervenants précédents, vous n'êtes pas un éditeur, mais un prestataire qui propose des solutions technologiques pour les médias et la publicité en ligne. Bonjour Marc. Bonjour. Pouvez-vous nous présenter en 2 mots ViewPay, puis là encore, comment vous avez vécu 2020? Oui, présenter ViewPay en 2 mots, c'est un peu difficile. Nous, on est né en fait d'un constat, c'est que la publicité digitale est extrêmement mal faite parce que elle réplique en fait les modèles précédents, c'est-à-dire les modèles des médias classiques, et qu'elle n'intègre pas en fait la caractéristique principale en fait d'un média digital, qui est en fait l'interactivité, la liberté en fait de l'internaute, l'empowerment, donc la possibilité de faire ce qu'il veut. Et donc nous, on a voulu en fait créer des solutions qui ont pour objectif en fait d'aider les éditeurs à monétiser. Donc ça a été la première brique. Et différemment de ce que font les autres, puisqu'en fait ce qu'on fait, c'est ce qu'on appelle de l'advert payment. Advert payment, c'est un mot valise qui contient advertising et payment. La particularité en fait de ViewPay, advert payment, c'est qu'en fait on s'intègre non pas sur les articles gratuits qui sont monétisés par la publicité, mais on s'intègre exclusivement sur des articles payants, c'est-à-dire en fait ceux qui sont les articles premium, qui peuvent être obtenus en fait généralement par un abonnement, éventuellement par d'autres moyens, comme par exemple l'achat à l'unité, à l'article. Et nous, on propose en fait une alternative à l'utilisateur qui lui permet en fait, s'il le souhaite, de débloquer des articles qui sont réservés normalement aux abonnés, en regardant une vidéo publicitaire de son choix et véritablement une vidéo publicitaire qui est totalement consentie, puisqu'en fait c'est lui qui a le pouvoir de dire je veux en fait utiliser ce système de paiement, c'est un système de paiement, pour débloquer mon article ou pas. Donc ça c'est la première partie, on va dire, de ce qu'on a développé chez ViewPay. Qu'est-ce que ça représentait pour un éditeur? Je sais que vous avez travaillé par exemple avec West France, etc. Financièrement, qu'est-ce que ça représentait? Qu'est-ce que ça peut en termes de régie? C'est une activité de régie publicitaire.
Alors oui. Alors en l'occurrence, on a développé une technologie. Cette technologie, en fait, on peut l'opérer nous-mêmes en tant que régie publicitaire, ou sinon, en fait, on la donne aux éditeurs, donc aux régies des éditeurs, pour qu'ils l'opèrent eux-mêmes. Qu'est-ce que ça peut représenter en termes de chiffre d'affaires, c'est ça? Oui. Alors, je vais pas parler de Ouest France, mais puisque je peux pas citer en fait ce qu'on peut réaliser avec un éditeur en particulier, mais je dirais que on arrive à faire faire des chiffres d'affaires qui sont donc du coup de la marge pure pour les éditeurs quand c'est nous qui commercialisons, qui est de l'ordre de 150 à 250 000 euros par an. D'accord. Lorsque c'est l'éditeur en fait qui commercialise, dans ce cas-là, en fait, il fait à peu près le double, puisqu'en fait, on a un taux de régie quand c'est nous qui commercialisons de 50%. Donc ça, c'était sur votre première activité, et donc vous avez développé une deuxième activité. Bah, en fait, oui, je vais vous parler de cette étude Appidemix dans quelques instants, mais en fait, ce qu'on a bien réalisé, c'est que bien évidemment pour les éditeurs, la stratégie d'abonnement est absolument essentielle, et que quelque part, on peut pas mettre ce bouton de proposition en fait ViewPay, d'Advert Payment, à tout le monde et n'importe qui. Donc, on a commencé à travailler sur des solutions de paywall dynamique. Il existe déjà des acteurs en place. On est intégré dans tous les paywalls dynamiques du marché. Je pense par exemple à Kyota ou à Pool, et même en fait, on discute avec Piano. En fait, ils ont une API qui nous permet de nous intégrer en fait dans Piano. Et du coup, en fait, on a été plus loin. On a essayé de comprendre en fait, au-delà de notre position de fournisseur de solutions d'advert payment, comment on pouvait aider les éditeurs en fait à avancer dans cette voie de l'abonnement. Et donc, c'est cette étude que je peux vous montrer là. Je vais vous montrer en fait des synthèses, bien évidemment. Une synthèse et pas plus. Donc, c'est une étude qui a été faite l'année dernière, donc en pleine crise du Covid, pendant le premier confinement, et qui nous a permis de tirer un certain nombre d'enseignements. Donc, ces enseignements, est-ce que je peux réussir à passer? Voilà. Premier enseignement, c'est que la fréquence n'est pas un critère qui est suffisant de segmentation. Donc, on s'est aperçu en fait que tout le monde, tous les internautes consomment beaucoup plus de contenu média qu'ils n'en achètent. Alors, bien évidemment, il y a ceux qui n'en achètent pas du tout, c'est la première catégorie, ceux qui dépensent 0 €. Mais même quand vous allez en fait sur ceux qui dépensent le plus, donc jusqu'à plus de 30 €, vous voyez en fait qu'ils consomment quasiment 2 fois plus qu'ils n'en achètent. Donc, on s'est aperçu en fait que, alors que tout le monde pense que c'est vrai aussi que c'est le critère le plus simple de regarder la fréquence de visualisation d'articles pour un internaute. On s'est aperçu en fait que quand un internaute n'est pas abonné, il est très réfractaire à l'abonnement, et quand il est abonné en fait à quelques magazines, à peu de magazines, on va dire, dans ce cas-là en fait il peut consommer, enfin il consomme beaucoup plus de magazines que ceux à quoi il est abonné. Je dis magazine, je veux parler de type de presse d'une manière générale, et que plus en fait on avance dans la progression de la dépense média par mois en fait des internautes, et plus en fait il est prédisposé à dépenser à nouveau de l'argent. Donc il y a une vraie difficulté en fait pour les éditeurs à faire passer en fait des gens qui sont à 0 à 10, puis 20, puis 30, mais après c'est beaucoup plus facile. En fait, quand ils sont déjà à 10, c'est plus facile de les amener à 20, et quand ils sont à 20, c'est facile de les amener, enfin tout est relatif, facile de les amener à 30, etc. Oui, c'est le principe. Plus on est gros consommateur de médias, plus on va en consommer davantage. Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, le premier pas est le plus difficile. C'est celui en fait qui consiste à passer de 0 à moins de 10 €. Ça, c'est le pas qui est le plus difficile à franchir. Autre enseignement, c'est que donc les internautes dans cette étude ont montré en fait l'importance qu'ils accordaient aux sites d'information. On parle que des sites d'information, hein. C'est vraiment la presse sur laquelle on s'est appuyé, et on n'a pas du tout cherché en fait à étendre au-delà de la presse. Par contre, la plus grande majorité n'est pas prête à s'abonner. Donc là, vous voyez en fait la taille des segments, enfin pas des segments, mais la taille des gens qui payent, enfin combien ils payent et la taille de ces segments. Donc vous voyez que en fait la grande majorité en fait n'est pas prête à s'abonner, et il y a une toute petite minorité qui est prête à le faire. Et c'est très bien en fait dans ce cas-là, il faut profiter, parce que ça c'est une manne très intéressante. J'ai bien entendu
Fabrice dire que les 2 premiers jours du lancement de l'abonnement, ils avaient récupéré 1500 abonnés, ce qui est fantastique. Et je souhaite que ça se développe aussi pour lui comme ça et que ça continue sur un rythme pareil. En fait, ce que l'on constate, c'est que les éditeurs récupèrent d'abord en fait les prédisposés, et puis après en fait ils se heurtent très vite en fait à un plafond de verre parce que c'est difficile en fait d'amener les utilisateurs qui ne dépensent pas du tout de budget média vers une dépense média. Autre enseignement en fait, c'est la bonne segmentation doit intégrer le budget média mensuel des internautes. Donc je disais tout à l'heure en fait la plupart des paywalls dynamiques intègre principalement la dimension fréquence, et cette fréquence en fait n'est pas du tout suffisante. Quand on intègre le budget média, on voit en fait si on a affaire à des gens qui sont plutôt réfractaires, plutôt prédisposés, ou cette tranche du milieu qui est indécise. Alors bien évidemment, il faut récupérer cette information. Donc nous, on a développé des outils qui permettent de récupérer ces informations, puisque on est en fait avec les utilisateurs. Vis-à-vis des utilisateurs, on est un outil d'interaction. Donc, du coup, on peut leur poser des questions et récupérer ces informations. Si vous regardez en fait sur les segmentations que l'on a faites et qui sont basées notamment en fait sur des notions de budget, vous voyez en fait que ce qu'on appelle les réfractaires, en fait, ceux qui dépensent pas beaucoup d'argent, voire pas du tout d'argent d'ailleurs, ici indiquent en fait qu'ils sont prêts à regarder une vidéo publicitaire à 38%. Et prêt à s'abonner à 5%. Donc, c'est pas mal parce qu'on a une vraie distinction, une vraie différence. Quand on regarde les prédisposés, vous voyez que c'est l'inverse. La proposition, en fait, de regarder une vidéo publicitaire ne les intéresse pas. Donc là, en fait, on se dit qu'on est dans le vrai quand on arrive à avoir ce genre de choses. Et donc, la leçon, en fait, qu'on en tire, c'est que, clairement, en fait, il faut absolument présenter des choses qui sont différentes aux différentes catégories, aux différents segments que l'on voit. Et très clairement, en fait, ceux qui sont prédisposés, il faut pas leur présenter de ViewPay. Ou alors on peut, parce qu'il y a quand même une tranche. Mais en fait, il faut être très restrictif sur ça. En revanche, en fait, sur les réfractaires, il faut toujours présenter l'abonnement parce qu'on ne sait jamais. Mais par contre, en fait, il faut absolument essayer d'utiliser ViewPay pour monétiser des gens qu'on conduirait autrement, en fait, à la voie de sortie. C'est 67% des gens qui arrivent sur un paywall qui quittent pas la page sur laquelle ils sont, mais le site, carrément. Donc, il ne faut pas, en fait, que ces gens-là s'en aillent. Donc, il vaut mieux les monétiser de cette manière-là, plutôt que de ne pas les monétiser du tout. Et surtout, en fait, on les amène dans ce qu'on appelle, nous, un continuum. Et donc, le continuum, c'est quoi? Eh ben, c'est une succession d'engagements. Et cette succession d'engagements est basée sur une hiérarchie des engagements. Et cette hiérarchie des engagements, on l'a détecté, nous, on a compris en fait à travers nos segments quels étaient les engagements qui étaient les plus acceptables pour les utilisateurs. Et donc la première brique de cela, c'est en fait de les amener sur le fait de regarder une vidéo publicitaire. Encore une fois, je ne parle pas des prédisposés, ceux-là en fait on leur met même pas ViewPay. Mais les autres, en fait, on va leur mettre ViewPay comme une première brique d'engagement, parce que clairement, en fait, on peut tout de suite comprendre que si un utilisateur n'est même pas prêt à regarder une vidéo publicitaire pour accéder à l'article, vous imaginez à quel point il n'est pas prêt à s'abonner, à dépenser de l'argent pour ça. Donc du coup, en fait, cette hiérarchie des engagements va passer sur le fait de regarder une vidéo publicitaire, qui est la chose la plus facile d'après ce qu'il déclare, de créer un compte, de répondre à un sondage, de s'inscrire à une newsletter, et donc petit à petit de l'amener en fait sur un engagement qui est de plus en plus important vers l'abonnement. Ça, c'est les réfractaires. Pour les indécis, on va raccourcir en fait l'escalier et on va leur mettre moins d'engagement. Donc du coup, ils vont arriver plus vite sur des offres d'abonnement dans lesquelles en fait ils n'auront plus tellement de choix, plus d'autres possibilités, notamment ViewPay, donc la partie Advert Payment. Ça, c'est la chose qui est la plus récurrente, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est facile de proposer aussi souvent que l'on veut, puisqu'en fait, les utilisateurs vont débloquer l'article en regardant une vidéo publicitaire. Et bien, en fait, petit à petit, en fait, on va réduire la possibilité pour eux de débloquer un article avec ViewPay. Et c'est bien le cas, en fait, des prédisposés. Ceux-là, en fait, on leur propose seulement l'abonnement. Et donc, du coup, on a une déperdition au fur et à mesure qu'on franchit, qu'on passe les marches de l'escalier. Mais l'objectif, en fait, c'est d'amener le plus d'internautes possible vers l'abonnement.
Merci. Fabrice, vous m'entendez? Allô? Oui, je suis là. Oui, Fabrice Albin, cette logique, vous la connaissez, vous l'avez déjà, vous avez déjà un peu étudié cette logique de ceux qui, comment séduire un peu les abonnés numériques de différentes façons. Oui, alors je comprends très bien la démarche et la logique. Nous-mêmes aussi, on a choisi. D'ailleurs, j'ai peut-être oublié de dire tout à l'heure qu'on avait lancé le magazine en Allemagne, et là on teste deux stratégies différentes, donc c'est intéressant parce qu'on a lancé le même site aussi sur notre magazine allemand. En France, on a choisi de donner beaucoup de contenu gratuit et on utilise effectivement l'un des paywalls dynamiques du marché qui est Pool. Pour voilà, tester des stratégies où on donne, parce que je suis assez persuadé moi aussi que les gens ne passent pas directement à l'abonnement. Même si on n'est peut-être pas un site généraliste d'information, on a peut-être déjà beaucoup plus d'adhésion sur des gens qui arrivent sur Philosophie Magazine, sur philomac.com. Donc, je crois qu'il faut leur donner pas mal de contenu, les acclimater et les faire venir progressivement, très graduellement vers l'abonnement. Donc, je comprends très bien la logique. On n'utilise pas encore ViewPay, peut-être aussi parce que ViewPay est adapté à des sites de gros trafic au départ, j'imagine, du point de vue des annonceurs. Je ne sais pas, mais c'est quelque chose qui peut tout à fait s'imaginer. Donc, je comprends la logique. En Allemagne, on a choisi une stratégie beaucoup plus dure, vraiment hard paywall, très très peu de contenu gratuit. En fait, les deux fonctionnent chez nous. Mais donc, je n'ai pas de voilà. Je sais pas pour Albin. Alors en fait, nous on a pris un peu le contre-pied parce que alors, nous on travaille techniquement avec la plateforme Kyota pour s'agissant du paywall. Néanmoins, moi, comme je le disais au début, depuis 3 ans, moi je me bats contre cette logique d'abonnement presse ou numérique. Moi, ce qui m'importe, c'est des gens qui soutiennent le projet Tétu. Donc voilà, c'est un travail de longue haleine pour leur expliquer ce qu'on fait, pourquoi, quels sont les résultats. Mais je veux pas rentrer dans une logique mercantile. Encore une fois, c'est pas une logique, un jugement de valeur de la plateforme DuPay, puisque là, elle a fait ses preuves et moi j'adore. Mais sauf que pour le projet Tétu, c'est pas forcément adapté à nos démarches et on se concentre vraiment sur la logique de voilà, on fait une amorce d'article, on identifie les journalistes en CDI qui travaillent sur cet article. Voilà, vous voulez en savoir plus? Vous voulez soutenir, enfin, payer les journalistes, nous aider à payer les journalistes et soutenir le projet. Voilà. Et là, effectivement, on utilise Kyota en outil pour effectivement déclencher de l'abonnement soutien pour soutenir l'intégralité du projet. Donc, la technique me semble très très bien, mais effectivement, sur Tétu, je pense que l'outil en lui-même n'est pas forcément adapté. Il vous reste 2, 3, oui. Oui, non, je sais pas, je voulais juste réagir un tout petit peu à ce que vient de dire Albin. Je suis d'accord avec beaucoup de choses qu'il dit et finalement, on voit que nos modèles sont pas si éloignés par bien des aspects, mais je vois pas pourquoi s'opposer à la logique de l'abonnement ou pourquoi l'abonnement serait mercantile. C'est-à-dire que alors, non, mais je vois bien émerger une logique de crowdfunding partout et je comprends, et nous, on le fait pas tellement. Nous, ce qu'on a dit à nos abonnés, c'est justement, on ne va pas vous demander des dons, on vous demande de soutenir un projet éditorial. Et donc, vous pouvez vous désabonner à tout moment, vous n'êtes pas prisonnier, donc il n'y a pas ce côté un peu menottes de l'abonnement. Et du coup, je vois pas trop pourquoi, au fond, ces deux modèles, le crowdfunding ou l'appel au soutien ou l'abonnement, mais je vois pas trop de différence de fond. Voilà. Oui, je pense que c'est une question de clarté aussi de propos sur la plage du site et j'en parlais un petit peu en préparant l'autre fois moi, ce qui m'énerve au plus haut point, c'est quand je vois des supports, des magazines de qualité qui ne cessent de proposer des abonnements à moins 30 ou 50% partout sur des plateformes kiosques, etc. Enfin, je pense que c'est une insulte au travail de qualité qui est fait par ces journalistes. Et on ne rend pas au service au marché en opérant de tels discounts. C'est pour ça que moi, je me bats sur cette logique-là. On force un peu le trait, effectivement, en parlant d'abonnement de soutien. Au fond, c'est un petit peu la même chose, que la personne va recevoir le magazine, elle aura accès aux articles premium sur le site. Mais moi, mon sujet, c'est pas tellement de discounter. Enfin, si je commence à discounter les abonnements sur Tétu, je me tire une balle dans le pied. Clairement, on raconte une histoire contraire à ce qu'on essaie de faire concrètement. Et je pense que ça, c'est très important. Et moi, ça me choque de voir des acteurs dans le numéro 3, 4 du classement en France.
Enfin, moi, je suis abonné aux Échos. J'ai rien contre les Échos, mais je suis abonné aux Échos. Je trouve que le contenu est bon. Bah, pourquoi on fait à longueur de journée, je vois sur Facebook ou Instagram, des packages aux Échos discountés à 50%. Il nous reste que 30 secondes. Voilà. Il nous reste que 30 secondes. Je voudrais juste à chacun d'entre vous, poser la question comment vous anticipez 2021 et quel est votre principal vœu justement pour 2021 pour la presse et les médias en général. Peut-être Marc, 10 secondes. Oula. Moi, je veux profondément en fait que les éditeurs s'en sortent dans cette guerre contre les GAFA. C'est principalement là que se joue toute l'histoire. Et donc, je pense que si on n'a pas de presse dans le futur, en fait, on va être très très mal. Je crois qu'on a des exemples assez récents dans l'histoire qui montrent que la presse est absolument indispensable dans notre démocratie. Donc, très clairement, mes vœux, c'est que la presse s'en tire d'une manière ou d'une autre. Le don, le paiement, l'abonnement, peu importe, mais en tout cas qu'il y ait des solutions en fait qui émergent et qui permettent de faire ça. Et juste une recommandation, ça c'est par rapport à l'expérience que je peux avoir, c'est que je trouve en fait que les éditeurs de presse en général sur la partie digitale ne font pas assez de test and learn, parce qu'il y a que comme ça en fait que ça fonctionne. Il faut essayer et voir en fait ce qui marche et ce qui marche pas. Moi je suis assez d'accord avec la logique d'Albin, je trouve qu'elle est très intéressante. The Guardian marche très bien comme ça. Et d'ailleurs, pour info, Alban, on a développé un truc qui s'appelle ViewFan, qui est la même chose, mais qui se met dans les articles gratuits. Et ça, c'est quelque chose d'assez récent. Fabrice, un mot sur 2021. 2021, très rapide. Je pense que ça pourrait. L'année 2020 était une année en fait de résilience, aussi bien pour nous, je pense, que pour toute la presse finalement. Enfin, non, pas toute la presse, soyons francs, mais finalement, beaucoup de titres, beaucoup de ventes kiosques ont bien résisté. Pour 2021, ça pourrait être la reconquête, c'est-à-dire qu'on pourrait avoir aussi bien une croissance en kiosque, et surtout, je crois qu'on va découvrir que l'abonnement numérique, sous quelque forme, parce qu'au fond, on parle de la même chose avec Albin, que ce soit sous une forme mixte de dons, d'abonnements réguliers, pas réguliers, mais va devenir le truc qui peut sauver la presse. Voilà. Albin. Écoutez, 2021, ça fait 25 ans que Tétu n'est pas rentable. Donc, l'objectif cette année, c'est que Tétu soit rentable. Moi, je suis pas mécène dans la presse. Je fais pas ça pour des raisons d'ego. Et ça, on y arrivera grâce à la mobilisation de nos fanbases, notre communauté. Et le point de départ, c'est la qualité de contenu. On revient toujours au même sujet. Donc, voilà, se concentrer sur la qualité du contenu et les fans et les abonnés soutiens viendront. Eh bien, écoutez, merci en tout cas à vous trois d'avoir partagé vos différentes expériences et puis bonne année à tous et bonne presse au futur pour nos auditeurs. Au revoir. Merci Didier. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. La presse au futur, 100% digital. Une production Dot Events et Broadcast Associés.